Mercredi 7 février, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Actu en débat, votre émission hebdomadaire qui vous décrypte toute l'actualité de la semaine en 26 minutes. Ce soir, comme d'habitude, nous avons retenu deux thèmes pour vous. D'abord, nous allons parler football. Et oui, c'est vrai, la désillusion est toujours présente, mais nous allons parler de l'élimination du Mali. Ensuite, nous parlerons de ce que l'opposition au Sénégal considère comme un coup d'État constitutionnel, c'est-à-dire le report de la présidentielle décidé par le président Macky Sall. Avec moi sur ce plateau pour développer ces deux grands thèmes, Mame Diarra Diop, journaliste, consultante média. Bonsoir, Madame Diop. Bonsoir, Boubacar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et un habitué sur ce plateau, Monsieur Massiré Diop du quotidien L'Indépendant. Bonsoir, Monsieur Diop. Bonsoir, M. Aïdara. Merci également d'avoir accepté notre invitation. D'être là. On a deux jobs en face l'un de l'autre pour notre première cette fois-ci. Alors, nous allons démarrer rapidement cette émission. Je le disais, nous allons d'abord commencer par parler football. Samedi dernier, la désillusion était immense pour nombre de Maliens qui y croyaient jusqu'à la dernière seconde du match. Mali-Côte d'Ivoire, quart de finale. Les Ivoiriens ont fini par l'emporter à 10 contre 11, 2 buts à 1. Quel était, Mame Diarra Diop, le sentiment qui vous animait à la fin de ce match ? Alors, une immense déception, parce qu'on avait cru, on s'était dit qu'on avait une équipe jeune, avec de belles individualités, des joueurs qui sont assez offensifs. Et finalement, au terme d'un match où ils ont manqué, je pense, de hargne, je dirais qu'il a manqué cette hargne à ces joueurs pour marquer. On menait la rencontre et puis on se fait égaliser à la fin de la deuxième mi-temps, alors qu'on aurait dû consolider notre avance. Et ensuite, évidemment, ces prolongations. Moi, j'ai toujours très peur des prolongations parce que ça veut dire tir au but après. Et je me disais, autant que l'une ou l'autre des équipes marque en prolongation pour mettre fin au suspense. Et malheureusement, je pense qu'on a aussi manqué de chance. Les Ivoiriens, depuis la défaite contre la Guinée équatoriale, sont animés d'un esprit combatif. Ils jouent de mieux en mieux, ils montent en puissance dans leur jeu et ce sont des éléphants destinés à piétiner tout ce qui se trouve sur leur passage et donc le Mali. Donc le Mali, elle vient de le dire, c'est une élimination au scénario très cruel. Comment vous l'avez vécu, M. Diop ? Bon, en réalité, c'était très difficile, un match que je n'ai pas pu suivre en intégralité à cause de la pression, la tension et tout cela. Généralement, ce ne sont pas des matchs que j'ai l'habitude de suivre parce que c'était, bon, vous aviez l'impression de ne pas assister qu'à un match de football. On dirait qu'il y avait toute une histoire derrière ce match-là. Et moi, je pense que le problème reste le même, quoi. Ce n'est ni l'encadrement, ni les joueurs, ni quoi que ce soit, mais il faut chercher vraiment des gens qui savent marquer des buts. Parce que dans le football, on gagne en marquant des buts. C'est-à-dire, ce n'est pas à chaque compétition où on a cette même lacune qui est des gens, des attaquants, qu'on dit des attaquants dignes de ce nom, et qui n'arrivent pas à marquer. C'est incompréhensible. Et moi, je pense que pratiquement tous les compartiments, tous les compartiments de l'équipe, je pense qu'il y a des choses à capitaliser. Mais quand même, on ne peut pas me dire que sur 22 millions de Maliens, on ne peut pas trouver un tueur devant le but. Ça, c'est pas possible, c'est incroyable. Vous avez certainement des joueurs qui brillent dans des championnats en marquant des buts exceptionnels. Par exemple, Kamori Doumbia. On l'a vu à l'œuvre, mais pourquoi ça n'a pas marché ? Peut-être qu'on l'a mis dans une position qui n'était pas celle dont il est habitué à jouer. Donc tout ça, ce sont des choses, je pense qu'il faut travailler, mais pour moi, le défi reste le même. Tant qu'il n'y a pas encore ce buteur né dans... C'est-à-dire que c'est vraiment... Vous savez, être buteur, c'est pas du jour... Nous avons eu la bonne surprise, Sinayoko, qui a inscrit 3 buts. Bon, ça reste encore. C'est pas suffisant. 3 buts, oui, d'accord, mais vous avez vu le vieux de 34 ans ou 35 ans de la Guinée équatoriale qui est pratiquement meilleur buteur de la compétition. Donc, c'est quoi 3 buts ? Oui, d'accord, c'est impressionnant, mais
quand même une compétition. On ne parle pas que d'un match où tu inscris un doublé. Par exemple, on sait que Juste Fontaine a été meilleur buteur de la Coupe du Monde pendant combien de temps? Il a profité d'un match où il a marqué 13 buts et c'est fini. Ça, c'était le record. Non, c'est sur une compétition qui oui, mais quand même, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire, dans la durée, c'est ça, il faut qu'il y ait une présence beaucoup plus remarquable. C'est pas dans un match, c'est pas dans 2 matchs, mais c'est sur toute la durée de la compétition. Alors, au-delà de la panne offensive, il y a aussi les choix du sélectionneur qui ont beaucoup été critiqués juste après la fin du match. Est-ce que vous partagez certaines de ces critiques à l'égard de ces choix, de ces changements qui ont été opérés en cours de match? Lui-même, il a pris la responsabilité de la défaite. Oui, absolument. Alors moi, c'est vrai que la dernière partie du match, les 20 dernières minutes, j'avais décroché parce que j'étais dans un endroit public où il y avait beaucoup de monde. Donc j'ai un peu raté ces changements. C'est après, à la fin du match, j'ai vu les reproches faits au sélectionneur d'avoir fait sortir des attaquants, d'avoir essayé de renforcer son milieu face à des Ivoiriens qui, eux, n'attendaient qu'une occasion pour marquer. Je suis assez d'accord avec ce que dit Massiré, il faut un buteur. C'est-à-dire que dans l'encadrement d'Éric Schell, je pense, pour tirer les leçons de cette CAN, c'est de développer 1 ou 2 buteurs, des gens qui arrivent à emmener le ballon jusqu'à la cage et qui concrétisent un penalty qu'on nous donne, on le rate. Je pense que le joueur a quasiment donné le ballon au goal au lieu de tirer avec une force phénoménale. Donc il faut avoir cet esprit. Moi, je pense à Maradona qui prend un ballon depuis combien de mètres, qui arrive jusqu'à la cage et qui le met. C'est ça qu'il nous faut. Des gens qui marquent. Sinayoko, oui, c'est un génie, mais il faut développer ça. Je suis désolée. Un Pelé, je suis désolée de citer des références immenses. Sinayoko, oui, il a fait un beau parcours, mais sur la dernière rencontre, il n'a pas vraiment brillé. On nous parle de Haïdara qui sont des... Il a fait mal aux Ivoiriens. Il a fait mal aux Ivoiriens. On nous parle de Haïdara qui est un attaquant. C'est vrai qu'on ne comprend pas trop pourquoi Éric Schell a sorti les attaquants qui étaient nécessaires et qu'il fallait pour tuer le match, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et je pense qu'il faut tirer les leçons de tout ça. Il ne faut pas charger l'entraîneur. D'ailleurs, je pense que son contrat a été renouvelé. Il continue. Il n'y a pas encore eu d'annonce. Il n'y a pas encore eu d'annonce, mais on se met dans la perspective de la CAN 2025 au Maroc et on se dit qu'on essaye de corriger ces erreurs-là. Et comme l'a dit Massiré, on développe un mental de gagnant. On ne peut pas venir sur le terrain et ne pas se dire « je vais gagner cette rencontre ». Je pense que le mental a fait la différence entre nous et les Ivoiriens. Le mental a fait la différence. Juste pour préciser, si c'était Amadou Haïdara dont vous parliez, il est milieu de terrain. Oui, voilà, exactement. Exactement. Donc, je voulais savoir, maintenant que c'est fait, nous sommes éliminés de la compétition, quels sont les enseignements que le Mali peut tirer de cette compétition pour avancer pour les prochaines échéances qui arrivent très vite? Elle l'a signalé, la CAN en 2025 déjà, c'est dans un an. Il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde. Quels sont les enseignements à tirer? Moi, je crois que, comme elle l'a si bien dit, c'est-à-dire aujourd'hui, en matière de football, c'est au jour le jour pratiquement. Les compétitions s'enchaînent. Et si à chaque fois, on se met à changer d'encadrement, à changer de joueur, à changer de direction, pratiquement, on risque de tout perdre, quoi. Vous voyez, donc il faut savoir un peu, par exemple, je ne sais pas, la Côte d'Ivoire, elle a remporté sa dernière CAN, c'était en 2015, je crois. Après 2015. Combien de tentatives? La première, c'était en 92. Mais après combien de tentatives où ils ont échoué? L'Afrique du Sud, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je pense que Aliou Cissé, plusieurs reprises, il était sur la sellette au Sénégal. Oui. À plusieurs reprises. Donc, si à chaque fois, on se met à virer des entraîneurs ou à changer complètement, ce n'est pas ce qu'il faut. L'équipe est bonne. L'encadrement, il faut tout simplement essayer de voir un peu comment l'améliorer, parce que c'est aussi possible. Hein. Et je me dis que ces anciens qui ont été pratiquement là depuis bon bout de temps, on devait sentir leur présence assez remarquable. C'est pas en disant je promets 100 millions à chaque joueur lorsqu'on va gagner tel. C'est pas cela. Les joueurs. Et puis aussi, il faut penser à autre chose, c'est-à-dire que moi, je pense que dans des compétitions pareilles, et à chaque fois qu'il y a des matchs décisifs, vraiment, il faut faire le nécessaire pour balayer tout ce qui est pression autour des joueurs. À leur enlever même leur téléphone, leur dire qu'il n'y a pratiquement... Vous êtes seul face à l'adversaire. C'est des choses comme ça qu'il faut. Moi, je pense qu'il faut vraiment capitaliser sur ce qui n'a pas marché et voir
d'autres opportunités. L'aspect offensif, ça, il faut toujours insister là-dessus. C'est extrêmement nécessaire parce qu'aujourd'hui, un match de foot, ça se gagne. On n'entre pas pour chercher un match nul, surtout quand tu inscris. Le Sénégal l'a vu. Le Sénégal, vous avez vu, en 8e de finale, ils ont inscrit un but et après, c'est fini. Ils ont raté tellement d'occasions, ils ont fait du n'importe quoi. Et ils ont vu après comment ils sont rentrés à la maison. Donc, un match de foot, ça se gagne. Et pour gagner, il va falloir vraiment avoir un tueur devant les buts. Comme je l'ai dit et j'insiste là-dessus, on ne peut pas avoir 22 millions de Maliens sans trouver un attaquant né. Je suis sûr que pas dans les grands championnats, mais dans tous les championnats pratiquement, vous allez voir quelqu'un qui est pratiquement dans de bonnes dispositions, où il est dans un classement assez important en termes de buts. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. Le message est passé. 2 minutes, Mme Diarra, les enseignements avant de passer au deuxième les enseignements, thème. je pense qu'il a touché un point important, la pression, les réseaux sociaux. On a vu beaucoup de joueurs être sur les réseaux, donc ça fatigue un peu la concentration d'avant-match. Il y a des joueurs qu'on a vus sur les réseaux, donc, et puis il y a toute cette polémique. Le traitement par les journalistes, l'ascendant psychologique de la Côte d'Ivoire sur le Mali, comme quoi on n'a jamais gagné contre eux dans cette étape de la compétition. Je crois qu'on n'a jamais dépassé le stade des quarts de finale. J'ai vu sur certaines chaînes les aigles maudits. Donc quand on voit des messages comme ça peut avoir un effet sur le mental des joueurs. Et j'ai déploré vraiment ça, même à quelques minutes du match. On a vu sur certaines chaînes, est-ce que les aigles vont y arriver? Est-ce qu'on va briser le signe indien? Donc les réseaux, c'est clair, jouent un rôle immense dans cette CAN. Ce sont des questions légitimes. Oui, ce sont des questions légitimes, mais c'est une CAN où c'est une CAN, non seulement une CAN du sport, mais une CAN de la communication. Les Ivoiriens sont très forts. On parle de CAN la plus chic, CAN du siècle. Ça joue sur les esprits. Les attaques entre les équipes, ça a été très fort sur les réseaux sociaux, à Korogo, à Bouaké. Donc vous voyez, tout ça, ça peut jouer sur le mental des joueurs. Alors comment les couper de cette pression? C'est une question qu'il faut poser peut-être à l'entraîneur de retour au pays. Alors, très bien, nous allons passer au deuxième thème de la soirée. C'était le même jour, quelques heures avant le match, même si c'est vrai que les esprits étaient tournés sur le match. Quelques heures avant, le président du Sénégal, Macky Sall, a fait une annonce importante, repoussant la présidentielle qui devait initialement se tenir ce 25 février. Le report qui a été entériné par le Parlement ce lundi, donc qui a été repoussé jusqu'au 15 décembre de cette année, donc vers la fin de l'année. Une première question, je me tourne vers vous, Mme Diarra Diop. Est-ce que vous avez déjà, en premier lieu, été surprise par cette annonce du président et quelle est votre réaction? Oui, j'ai été surprise parce que j'ai reçu un coup de fil de Dakar, ma mère qui m'appelle, qui me dit « mais Macky Sall vient de reporter les élections ». Donc sur le coup, J'étais choquée et tout de suite, je me suis rappelé ce discours qu'il a fait il y a quelques mois pour annoncer qu'il ne se présentait plus à cette élection. Donc je me suis demandé, mais pourquoi ce report? Mais ce report, visiblement, est lié à un contentieux sur la candidature de certains candidats. Donc il justifie cela par le fait qu'il faut qu'on fasse la lumière sur la manière dont les candidatures ont été validées en janvier dernier, notamment celle problématique de Karim Wade qui a été écartée, donc, et l'opposition qui crie. Donc, est-ce que c'est une raison valable pour repousser des élections dont vous avez annoncé ne plus faire partie? Là, il y a clairement un vice constitutionnel. C'est clair, il ne faut pas être constitutionnaliste pour comprendre qu'il y a un souci quelque part dans la position de Macky Sall, qui repousse ses élections jusqu'au 15 décembre. Là, il se maintient encore quelques mois au pouvoir. On ne sait pas quel va être le nouveau rebondissement. L'un des opposants principaux est en prison. On fait voter cette loi au forceps quasiment en faisant sortir des députés, en mobilisant la gendarmerie. Est-ce que la gendarmerie doit venir dans l'Assemblée? Je me pose des questions et je me demande un peu qu'est-ce qui se passe dans la tête du président sénégalais pour prendre cette décision. Oui, surprise, mais quand on regarde l'enchaînement des événements, les différentes étapes, on aurait peut-être pu s'y attendre. Alors, je vais prendre une de vos questions rhétoriques pour poser à Massiré Diop. Les raisons qui ont été avancées par le président sont-elles des raisons valables pour motiver le report de cette présidentielle? Vous savez, moi, en tout cas, je n'étais pas du tout surpris.
Non, je n'étais pas du tout surpris parce que tout simplement, j'ai suivi un peu le cheminement pour arriver à ce discours et arriver à ce vote. Je savais que c'était difficile à tenir. C'était très difficile à tenir parce que vraiment, je ne comprends pas. C'est vrai que lui, est-ce que c'est lui qui devrait faire ce travail de, c'est pas voir les dossiers des candidatures un à un et autres. Est-ce que c'est son travail à lui? Il y a des organes qui sont... Mais vous savez, il y a des institutions qui sont pratiquement en conflit là-bas. On a vu le Conseil constitutionnel, on a vu les parlementaires, on a vu ceci, on a vu cela. Moi, je pense que ça manquait un peu de bon sens. De tous les côtés, hein, ça manquait un peu de bon sens. Parce que au départ, le débat, c'était quoi? C'était pas une histoire de candidature. Hein. Parrainage par-ci, parrainage par-là, parrainage ceci, parrainage... J'ai dit, est-ce que, depuis lors, je me posais la question, est-ce qu'on n'était pas en train est-ce qu'on n'était pas en train de passer à côté de l'essentiel? C'est-à-dire voir les candidatures un par un et ainsi de suite. D'accord, Karim Wade, on l'a pris à la trappe. Mais pourquoi la dame, elle, c'est à la dernière minute pratiquement qu'on l'a prise? C'est à la dernière minute qu'elle a été prise. Parce qu'elle a même déposé et sa candidature a été validée. Elle a été validée, oui. Vous voyez? Donc, quelque part, moi, je pense que le Conseil est carrément sorti de son rôle pour aller se mettre dans une histoire qui était l'histoire de parrainage. Comme c'était un truc qui prenait de l'ampleur. Donc, tout de suite, il fallait oublier tout le reste. Et là, on se retrouvait face à ce problème. Et moi, je pense que cette histoire de report, contrairement à ce que beaucoup disent, est-ce que c'est Karim Wade seulement que ça arrange? Non, il y a d'autres candidats, même Ousmane Sonko peut se dire que c'est encore possible. Son dauphin ou candidat qu'il a désigné peut se dire que c'est encore possible. Et d'autres candidats. Et ça peut être le contraire aussi, puisque ça le dauphin peut être condamné. Absolument. Tout cela sont des... Mais dès l'instant où on était face à ce blocage-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Fermer les yeux, aller malgré tout dans ce scrutin, et au sortir, qu'est-ce qui va se passer? Bon, ça, on n'a pas de boule de cristal pour dire que voilà ceci, cela, mais quand même, depuis longtemps qu'on sait que nous, nos élections, généralement, plutôt que ça soit des périodes de fête, des périodes de saine compétition où chacun va venir avec un programme, on sait comment ça se passe chez nous. Nos élections, c'est généralement des moments où vraiment la violence, la haine, les discours de division et autres. Certains analystes au Sénégal estiment aussi que le camp présidentiel a provoqué ces événements pour parvenir à ce report. Bon, vous savez, moi, c'est difficile de juger les gens par leurs intentions. Je pense que les actes qu'ils posent, en tout cas, c'est là où on pourra dire qu'il y a problème. Mais les intentions, c'est très difficile. Mais tout ce qu'on a vu, en tout cas depuis quelque temps, je savais que ce débat autour du parrainage, vraiment, c'était du n'importe quoi. Parce que pour moi, c'était juste, comment dirais-je, un buzz pour faire autre chose. Et là, on a vu tout de suite les résultats. D'après eux, c'était une manière pour qu'il n'y ait pas une multitude de candidatures non plus. C'est une multitude de candidats. Mais d'accord, vous voulez quoi? La qualité ou la quantité? Qu'est-ce que vous voulez? Plutôt la qualité, je présume. J'espère que c'est la qualité. Mais là, vous avez vu que vous avez eu la quantité et pas forcément de la qualité. La qualité, oui. Est-ce qu'avec cette décision, vous estimez que le président Macky Sall rate sa sortie? Clairement, clairement. Et dans les discussions que j'ai avec mes compatriotes sénégalais, je pense qu'au lieu de sortir par la grande porte, étant donné qu'il avait quand même cette image un peu de démocrate, le Sénégal reste l'un des derniers bastions, on va dire, de la démocratie. En Afrique de l'Ouest, quand on voit ce qui se passe, tous les courants actuels, les régimes militaires en place, le Sénégal restait un peu cet îlot, comme j'ai envie de dire cette digue, comme on dit, de la démocratie. Et là, c'est clairement menacé parce qu'on sent dans tous les actes que Macky Sall pose, on sent une volonté de contrôle même des institutions. Il se prévaut de la séparation des pouvoirs dans ses discours, mais dans les actes, il fait autre chose.
En 2016, quand il a voulu raccourcir le mandat présidentiel, il a saisi la Cour constitutionnelle qui lui a dit que ce n'était pas possible. Donc à chaque fois, il essaye de pousser les limites de cette séparation des pouvoirs qui est pourtant clairement établie. Et en même temps, il utilise ses arguments et en même temps, il va à contre-courant. Quand on fait intervenir quand même la gendarmerie dans l'Assemblée, il y a un souci. Quand on gaze des manifestants parce qu'une loi doit être votée absolument par la majorité, il y a un problème dans la personnalité, moi je pense, de Macky Sall, qui, même si dans ce discours, on sait que quand il a fait ce discours, ça a duré très longtemps avant d'arriver au moment de dire je ne me présenterai plus. Il a développé tellement d'arguments qui montraient que vraiment, c'est pas quelque chose qu'il a envie de faire. Et quand on voit... le Sénégal, c'est un pays quand même où il y a une forte tradition de débat. L'opposition est vive, la société civile est vive. C'est pour ça que vous voyez tous ces pugilats à l'Assemblée. C'est très dynamique tout ça. Et je pense que Macky Sall a envie d'avoir une main sur tout ça en contrôlant. Et après, ça devient des problèmes de personnes. Sonko, Karim Wade, d'autres personnes. Aminata Touré, son ancienne Premier ministre qui a été arrêtée. Donc on a le sentiment que ce n'est plus, comme dit Massiré, on n'est plus dans l'essentiel du débat, mais on est dans un problème de personnes finalement. Ça devient un problème de personnes. Et moi, je suis très inquiète de la suite. Là, on parle de coup d'État constitutionnel, mais quand on dit que le Sénégal est un pays où il n'y aura pas de coup d'État militaire, il faut rester prudent. Justement. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi, comme beaucoup l'ont évoqué, une certaine crainte qui a amené vers cette décision, notamment le fait que le dauphin qu'il a désigné pourrait ne pas éventuellement gagner la présidentielle et se donner le temps de mieux préparer cela. Ben, on peut imaginer cela, surtout que c'est un dauphin qu'on a imposé comme ça, qui était quasiment... Qui ne fait pas l'unanimité. Qui ne fait pas l'unanimité, qui était quasiment inconnu, qui n'a pas une vraie base politique. C'est plutôt un technocrate, Amadou Ba. Voilà, et derrière, il y a tous ces candidats qui veulent diriger le Sénégal. Donc, oui, une élection, il y a une part d'incertitude. On peut vouloir contrôler les choses, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer dans un pays comme le Sénégal, où le débat politique est très très fort, où les Sénégalais sont capables de surprendre. D'ailleurs, cette société civile sénégalaise, c'est cette même société civile qui a à l'époque repoussé le président Wade quand il s'est agi de modifier la Constitution. Donc oui, il y a peut-être cette crainte qui est là. Je ne suis pas dans la tête de Macky Sall, mais tous ces actes, en tout cas, prouvent que, moi, je pense qu'il y a une volonté de contrôle de sa part des choses, de maîtriser le scénario. Et jusqu'au 15 décembre, qu'est-ce qui va se passer? Justement. Voilà. Alors, au-delà, il y a aussi la CEDEAO qui est très scrutée. Je sais qu'on en parle beaucoup, notamment ici au Mali, au Burkina, les États membres de l'AES qui ont décidé de se retirer, qui scrutent aussi beaucoup le positionnement de la CEDEAO vis-à-vis de cette décision du Sénégal. On a vu un communiqué hier où ils appellent au respect du calendrier qui avait été établi selon la Constitution. Donc, si on lit entre les lignes, de manière claire, ça veut dire qu'ils tiennent à la date du 25 février. Est-ce qu'ils ont encore des leviers pour pouvoir faire pression? Ils sont entre deux feux avec cette... décision de retrait qui a été annoncée par les trois pays et cette situation qui prévaut aussi au Sénégal. Bon, vous savez, l'histoire de la CEDEAO, c'est actuellement très compliqué. Mais bon, avant d'y revenir, je voudrais quand même parler aussi, si vous nous permettez, de l'histoire d'Amadou Ba. Mais Macky Sall, quand il venait quand il devenait président en 2012 pratiquement, je crois, mais il n'était pas archi favori. Hein. Il n'avait pas aussi... les sondages n'étaient pas non plus tellement en sa faveur. Vous voyez? Donc, dire tout de suite que, bon, certainement... parce que, il a bénéficié d'un vent de révolte. Non, bon, vent de révolte, vous savez, ça dépend. Ça dépend, parce qu'il y avait d'autres candidats aussi qui auraient pu en bénéficier. Mais imaginez-vous, Wade, pourtant, après tout ce que les Sénégalais ont mené comme combat pour qu'il ne se présente pas, finalement, il s'est présenté. Et comment ces élections se sont terminées? C'est la fin qui justifie les moyens. Est-ce que vous voyez? Mais pour le cas de Amadou Ba, moi, j'ai dit que, bon, d'accord, c'est un choix. C'est le choix du camp présidentiel. Ah, bon, on va veiller au grain.
Maintenant, c'est difficile de se dire qu'eux-mêmes, en le désignant, ils savaient certainement qu'ils n'allaient pas faire l'unanimité. Ça, c'est sûr et certain. Mais on a vu d'autres cas, même en Côte d'Ivoire et autres, quand on choisit, généralement, le choix, c'est toujours difficile. Ça me fait penser à Amadou Gon Coulibaly voilà, avec c'est la même chose. Alassane Ouattara. C'est très difficile de faire un choix. Est-ce que vous voyez? Dire que tout de suite... Mais vous, par exemple, vous allez proposer qui dans le camp présidentiel du Sénégal qui va avoir un peu des chances de gagner? C'est très difficile. Donc, faire un choix, je dis que c'est périlleux. Et toujours, vous allez vous faire des ennemis. Maintenant, concernant l'histoire de la CEDEAO, moi, je pense que à ce niveau aussi, les choses doivent être claires. L'AES a demandé à sortir, c'est son droit le plus absolu. Est-ce que vous voyez? C'est son droit le plus absolu. L'AES peut... Il n'y a pas une seule disposition des textes de la CEDEAO qui interdit à un membre de se retirer. Ça n'existe nulle part. Maintenant, c'est par rapport à tes choix, à tes convictions, à tes principes. La Mauritanie s'est retirée en 2000. Pratiquement, qui a entendu parler de ça? Personne. Personne. Et au contraire, aujourd'hui, ils sont en train de faire tout ce qui est de leur possible pour retourner dans la CEDEAO. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est toujours bon d'aller à l'unisson. Maintenant, quand on décide de se retirer, bon, ça, c'est une décision qu'il faut vraiment assumer. Mais moi, je me dis qu'en tant qu'homme d'État, il faut savoir souvent voir loin, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir à court terme ce qu'on peut bénéficier, ce qui peut nous arranger. Non. Il faut voir à long terme. Les gens qui avaient pris la décision de créer la CEDEAO, je suis sûr et certain qu'ils ne se sont pas réveillés un bon jour pour dire on crée la CEDEAO. Mais les gens aussi qui ont décidé de se retirer, je suis sûr que la démarche aussi ne devrait pas normalement être comme ça. Certainement, il y a eu une réflexion. Mais je vois là, ça et là que les débats sont encore très vifs à ce sujet et qu'il n'y a pas unanimité autour de cette décision. Donc, c'est ça qui me dit que peut-être il faut consulter davantage. Maintenant, pour l'histoire du Sénégal, c'est vrai que c'est extrêmement difficile parce qu'on se dit que c'est un couteau à double tranchant. Qu'est-ce que la CEDEAO peut faire dans cette disposition? Moi, je l'ai toujours dit ici. C'est-à-dire, je l'ai toujours dit, et puis n'importe où. Je me dis que quelque part, si dans le pays, on arrive à être d'accord sur l'essentiel, mais la CEDEAO ou d'autres organisations au sein desquelles nous sommes membres ne pourront pas nous imposer quoi que ce soit. Mais toujours le débat à l'intérieur doit être vraiment dynamique et qu'on aille ensemble vers la même direction. Aujourd'hui, Macky Sall, par exemple, il a proposé un dialogue. C'est vrai qu'au départ, tout de suite, les gens disent non, nous on ne participera pas, non ceci, non cela. Mais essayons de voir ce que ça va donner. D'autant qu'il y a eu un dialogue il y a juste quelques mois. Je ne dis pas le contraire, mais je dis qu'à chaque fois qu'il y a un dialogue, c'est toujours bon. C'est-à-dire que tout doit se faire lorsqu'il y a un consensus. Il ne faut pas tout de suite faire les décisions et que du jour au lendemain, on arrive à les regretter. À condition que les bases du dialogue soient claires. Hein, je pense. Exactement. Quelles sont les motivations du dialogue et transparentes. Mais vous savez, Macky Sall, bon, moi je dis que c'est un personnage toujours atypique pour moi. Parce que moi, je l'ai vu dès le départ. Imprévisible. Dès le départ. Vous avez vu dès le départ, on va conclure là-dessus, on a presque dès le départ, qu'est-ce qu'il disait avant d'être élu? Lorsqu'il venait, il disait que moi, le mandat, je le modifie, qui va passer de 7 ans à 5 ans. Oui. Y compris, et ça va commencer par moi. Et ce débat, vraiment, ce discours, cet engagement, et un engagement présidentiel, c'est autre chose. C'est comme la Constitution, un engagement présidentiel. Hein? Ce n'est pas n'importe qui s'engage. C'est une institution, le président de la République. Et une fois qu'on l'a élu, aux premières heures de son élection, c'est cela. Mais lorsque vraiment il s'est bien installé, il dit, bon, on va aller constituer le Conseil constitutionnel. Bon, qu'est-ce qu'ils vont te dire, les gens du Conseil constitutionnel? Il y a encore beaucoup à dire sur le Sénégal. Je pense qu'on va suivre
tout ce qui va se passer durant les semaines à venir, les jours à venir, les semaines à venir. On va en reparler encore sur ce plateau, Inch'Allah, peut-être avec vous deux encore. Merci en tout cas à vous, à Mame Diarra Diop, journaliste, consultante média, d'avoir accepté notre invitation. Merci à Massiré Diop du quotidien L'Indépendant également d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir. À mercredi prochain, Inch'Allah, bonne soirée.